Bonjour à tous, vous êtes bien sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2019. C'est parti pour Accès Direct. Au sommaire ce soir. Axel Munier vient nous parler des coulisses de sa série Fishing in France. Rencontre avec le directeur de l'entreprise Tessam, experte en logiciel informatique professionnel. Et nous parlerons entreprise du bâtiment avec la CAPEB Savoie. Et pour finir, nous terminerons cette émission par la programmation du festival du film francophone à Brides-les-Bains. Mais on commence tous les soirs avec les titres du JT présentés par Sébastien Germain. Salut Clémence. Salut Seb. Alors ce soir, on parle du nouveau fusil d'assaut du 13e BCA dans le journal. Oui, c'est Fanny de Buisson qui s'est rendu au quartier Roque-Noire du 13e BCA, bataillon de chasseurs alpins basé à Barbie en Savoie. Il y a eu donc une présentation officielle à la presse du HK416. C'est donc le nouveau fusil d'assaut qui remplace le fameux FAMAS. On verra donc les images dans le journal. Et changement de thème, on parle aussi d'Octobre Rose. Oui, Octobre Rose qui a donc débuté ce mardi. C'est cette campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein qui a donc débuté avec plein d'animations tout au long de ce mois d'octobre, notamment en Pays de Savoie. Et là, c'est Jean-Paul Crespi qui s'est rendu au centre hospitalier Alpes-Léman pour rencontrer des associations. Merci Sébastien. Merci Clémence. On te retrouve à 18h30 pour le JT. Et j'accueille mon premier invité sur le plateau, Axel Munier. Bonjour. Bonjour Clémence. Je vous laisse prendre place. Merci. Vous êtes l'auteur de la série Fishing in France, pêcher en France, en français. Vous sillonnez notre beau territoire à la recherche des plus beaux spots de pêche. Alors, vous expliquez ce que vous pêchez, le matériel que vous utilisez et la particularité du lieu dans lequel vous vous trouvez. Faire de la pêche une série, c'était le moyen pour peut-être donner envie aux personnes de pratiquer une activité qui a une image un petit peu vieillissante. C'est ça, la pêche en fait, elle a une image un petit peu vieillissante. Quand on parle de pêche, souvent on voit le petit papy au bord de l'eau, etc. Donc c'est complètement différent maintenant. Et on va dire que l'image de la pêche, on a voulu la mettre en avant. On a voulu mettre en avant la pêche en France et notamment dans le pays du Mont Blanc. Donc en faisant des émissions de pêche et en proposant un maximum de belles images pour donner aux gens l'envie de pêcher et en présentant aussi le patrimoine qu'on a chez nous, alors, le patrimoine halieutique. Vous dites on, puisque derrière vous, il y a 2 vidéastes pour réaliser la série. Comment faites-vous pour choisir les lieux de tournage? Alors pour choisir les lieux de tournage, au début, c'était principalement des coups de cœur. Donc on connaissait certains endroits. Moi, je connaissais nombreux professionnels de la pêche, donc des guides de pêche, des fédérations de pêche, etc., qu'on a contactés. Et avec eux, eh ben, on a pu lancer tout un tas de tournages. Donc en tout, on a fait 9 émissions. Donc il y en a 3 qui sont diffusées sur 8 Mont Blanc. On en a fait 9 un peu partout en France. Et voilà, c'était ça. Il y a peut-être un petit repérage avant pour vérifier si ça mord ou... Eh bien pas forcément, parce que vu qu'on part pêcher avec des professionnels de la pêche qui connaissent très bien leur secteur et très bien leur milieu, finalement, il n'y a pas besoin vraiment de faire de repérage parce qu'ils savent exactement où nous emmener pour nous présenter une belle vidéo. Bah alors je vous propose de regarder une petite bande-annonce. Ok. Alors c'est super beau, ça donne envie et puis ça paraît tellement simple finalement. Est-ce qu'il y a des moments quand même où la pêche n'est pas bonne? Ah ouais, il y en a eu quelques-uns sur les tournages, ils étaient prévus longtemps à l'avance. Donc on ne pouvait pas annuler au dernier moment et on en a fait certains où on a eu beaucoup de mal à attraper du poisson. Par exemple, dans la région? Des crues, par exemple à Toulouse, on a passé 3 jours très difficiles. Dans la région, on a fait une journée au lac d'Anterne, où il y avait eu un orage juste avant, l'eau était blanchâtre, froide, les poissons ne mordaient pas, on a pris un orage pendant le tournage, enfin c'était terrible. Mais dans l'ensemble, on arrive toujours à s'en sortir à peu près bien et avoir de belles images. Et en moyenne, combien de temps dure un tournage? Un week-end, 3 jours. Seulement? Voilà, avec seulement. Du montage compris derrière Avec, en tout, on va dire, c'est 3 semaines de travail par émission.
Donc pour contacter toutes les personnes au préalable, le tournage dure 3 jours et ensuite il y a tout le montage derrière qui prend énormément de temps. Alors vous êtes un natif de la région. C'est ça exactement. Que pêche-t-on ici? Alors ici on peut pêcher à peu près toutes les espèces qu'il y a présentes en France. Donc à savoir on peut aller sur les lacs, les grands lacs alpins, pêcher le brochet, la ferra. Dans les ruisseaux, dans les rivières on va pêcher la truite principalement. Et il y a aussi des lacs où on peut pêcher la carpe. Il y a une belle diversité. Une super diversité de poissons, des secteurs différents. On a vraiment un très très bel endroit pour la pêche en Haute-Savoie et en Savoie. Une fois pêchés, est-ce que vous les relâchez, les poissons? Exactement. Exactement. Alors maintenant, on pratique une pêche, on va dire pêche moderne, qui est le no-kill. Donc c'est-à-dire on met tout en œuvre pour pouvoir prendre les poissons, mais les relâcher dans les meilleures conditions possibles. Parce que finalement, on a cette chance de pouvoir pêcher sans détruire le milieu. C'est-à-dire on va essayer de tout faire pour que les poissons puissent repartir et pas les abîmer, pour qu'ils puissent se reproduire à nouveau et pas détruire finalement les rivières en pêchant et en prélevant trop de poissons. Justement, vous portez un message de préservation de l'environnement à travers votre activité. Exactement, c'est le but. Donc moi, mon activité, je suis guide de pêche. Donc à côté, il y a d'autres guides de pêche sur la Haute-Savoie, on est nombreux. Et finalement, le but, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut préserver un maximum son environnement, qu'on peut pêcher tout en préservant la biodiversité, éviter de tuer les poissons, éviter de marcher sur les frayères, éviter de sauter à pieds joints dans les rivières parce qu'il y a toute une foule de petits invertébrés, d'insectes qui y vivent. Et bien sûr, pas polluer, ça c'est un petit peu la base. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple vos 3 spots préférés de pêche dans la région? Ah, difficile ça comme question. Allez, il faut en choisir 3. 3 spots préférés dans la région? Alors moi je dirais l'Isère, en Savoie. Pourquoi? Qui est assez incroyable. C'est une rivière qui est juste magnifique. Donc l'Isère et l'Arc, c'est 2 rivières qui sont vraiment magnifiques en Savoie, avec de très belles populations de truites, des rivières, des milieux qui sont relativement préservés et bien gérés. Ensuite, on va dire qu'il y a le Léman, le lac Léman, parce que c'est un lac qui est gigantesque, il est magnifique. Il y a des brochets gigantesques dans ce lac. Et après, mes petits ruisseaux du côté de la vallée de Chamonix. Donc tous ces petits ruisseaux qui tournent autour de la vallée de Chamonix, où on pêche des petites truites, mais où le cadre est exceptionnel. Et on a le Mont Blanc qui nous surplombe pendant qu'on pêche, c'est magnifique. Bon, ça me donne peut-être envie de me mettre à la pêche. J'ai jamais essayé encore, donc ce sera peut-être l'occasion de m'y mettre. Vous êtes la bienvenue. Super. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et je rappelle que nous diffuserons le 3e volet de la série lundi 7 octobre à 19h sur 8 Mont Blanc. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner la régie. Le temps pour moi d'accueillir notre nouvelle invitée, André Monteau. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le directeur de TESAM. Alors, pour ne rien vous cacher, je ne connais pas grand-chose à l'informatique. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le concept de TESAM? Alors, TESAM, c'est une association loi 1901 qui a été créée en l'année 2000. Et nous accompagnons les entreprises dans tout ce qui est innovation technologique ou innovation dans l'organisation. Donc, tout ce qui va permettre d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Et en plus de ça, vous avez une autre casquette puisque vous êtes l'organisateur du salon Progiciel. Cette année, ce salon fête ses 24 ans. À qui est-ce qu'il s'adresse? Alors oui, effectivement, ça commence à dater ce salon puisqu'il a presque un quart de siècle. Il s'adresse d'abord, en premier lieu, aux industriels et aux entreprises de façon plus générale qui veulent informatiser ou améliorer la digitalisation de leurs entreprises. C'est vraiment le point de départ de ce salon qui a été créé, puisque vous parlez de 24 ans, à l'IUT d'Annecy, dans les locaux de l'IUT, et qui ensuite a migré à l'espace rencontre d'Annecy-le-Vieux. Il y a des étudiants aussi qui participent? Alors ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. C'est un projet que l'on mène avec l'Université de Savoie, notamment avec l'IUT Clio et avec l'IAE de l'Université Savoie-Mont-Blanc, pour permettre à des jeunes de se mettre en position de projet, mais dans la vie réelle, et pas uniquement ce qu'ils vont apprendre sur les amphis de l'université. Donc pendant 4 mois avant le salon, ils s'entraînent, et le jour du salon, ils sont là pour voir les résultats de ce qu'ils ont fait. C'est une véritable formation, du coup, pour eux. Ouais, c'est un petit clin d'œil, sympathique aussi. Et puis c'est important pour nous parce que c'est la prochaine génération qui arrive et qui sera dans les entreprises. Et donc on les met tout de suite en situation. Alors justement, l'entreprise humaine au cœur du numérique, c'est le thème cette année du salon. C'est pas un petit peu oxymorique quand même de parler d'humain et de digital dans la même phrase?
Ça, c'est très bien, c'est très bien vu. Je crois que c'est ce qu'on a recherché d'ailleurs. En fait, ce que l'on voulait montrer là-dedans, c'est que investir dans le digital, quel qu'il soit, ça ne marche pas si on ne s'occupe pas d'abord de ceux qui vont l'utiliser. Et c'est un des points importants. Alors, dans notre jargon, on appelle cela l'industrie du futur. Dans l'industrie du futur, la chose que l'on voit, c'est les robots, c'est l'impression 3D, les systèmes informatiques complexes. Mais il ne faut pas oublier que dans l'industrie du futur, il y a d'abord le mot industrie, et dans l'industrie, il y a des opérateurs. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est d'abord qu'avant d'investir sur l'informatique, la digitalisation, il faut d'abord préparer les équipes à recevoir cette nouvelle génération de produits. Justement, est-ce qu'aujourd'hui l'informatique, qui est un outil, comme vous le disiez, reste un outil pour les entreprises, ou est-ce que le digital a déjà dépassé ce monde de l'entreprise et dicte sa loi finalement ? Alors j'espère qu'il ne dicte pas sa loi, mais effectivement on l'a partout dans notre vie. Hein. Je ne crois pas qu'on soit capable aujourd'hui de se passer de son téléphone portable, peut-être en montagne, au fin fond des Bauges ou au sommet du Mont Blanc, et encore, j'en suis même pas sûr. Effectivement, le digital rythme notre vie, mais il faut en même temps savoir s'en séparer. Et c'est cela qu'on essaye aussi de montrer au niveau du salon. A-t-on d'ailleurs encore aujourd'hui besoin d'un salon pour parler de progiciel ? Ça aussi, c'est une belle question. Lorsqu'on a démarré le salon, il y avait plus de 90 éditeurs de logiciels uniquement sur les pays de Savoie, des fabricants informatiques. Aujourd'hui, il y en a à peu près une quarantaine sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on voit qu'il y a eu cette concentration de métiers. Comment est-ce qu'elle s'explique, cette concentration ? Parce que la taille, la croissance, la complexité des produits. Donc ça, c'est le premier point. Mais en même temps, on voit qu'à côté de l'informatique, il y a ce besoin justement de compétences. Et pourquoi Progiciel continue à exister ? Parce qu'il a toujours marié ce côté technologique avec le côté équipe et humain. Alors, il y a quelques années, c'était essentiellement des chefs d'entreprise qui se déplaçaient dans le salon pour se renseigner et pourquoi pas investir dans l'informatique. Aujourd'hui, c'est un autre public qui s'y intéresse. Alors, c'est ça aussi, c'est l'autre particularité. Au départ, on était vraiment, on va dire, soit sur les dirigeants d'entreprise, soit sur ce qu'on appelle les DSI, c'est-à-dire les responsables des systèmes d'information. Aujourd'hui, c'est à peu près toutes les fonctions. On a aussi bien des gens de ressources humaines que des gens de la communication, que des gens d'organisation d'ateliers. Donc tout le monde étant concerné, on retrouve sur le salon une ruche énorme qui bruisse pendant une journée autour du digital. C'est positif ça pour le développement du digital ? Ça, pour moi, c'est la seule chose qui est importante. On dit que le digital connecte les systèmes, mais c'est d'abord connecter les hommes et les femmes qui est le point essentiel. Et puis surtout, le digital, c'est quand même quelque chose qui est en perpétuelle mutation. Comment on fait pour toujours être à la page ? J'allais dire, il ne faut pas être toujours à la page. Il faut être capable de prendre du recul par rapport aux modes qu'il peut y avoir. Par exemple, aujourd'hui, il y a une mode autour de l'intelligence artificielle. Peu d'entreprises ont besoin de ce produit. Donc nous, ce qu'on va montrer au salon, c'est qui a réellement besoin d'intelligence artificielle et qui n'a pas besoin d'investir dans l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment toujours dans cette approche de dire les métiers sont différents et il faut juste prendre ce dont on a besoin. Alors, on rappelle la date du salon Progiciel, c'est le 10 octobre prochain à l'espace rencontre d'Annecy-le-Vieux. Quelque chose à ajouter peut-être ? Oui, quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un salon professionnel, mais la fin de journée, c'est toujours une opération grand public. Et donc à partir de 17h, il y aura Bruno Bonnel, qui est le monsieur robotique au niveau français, qui va parler à destination du grand public sur hommes et robots, l'improbable tandem, point d'interrogation. Et donc on vous invite à 17h à l'espace rencontre le 10 octobre. C'est effectivement un questionnement que de plus en plus de personnes se posent, l'homme et le robot, presque qui va gagner, hein, des fois c'est ce qu'on se demande. J'espère que c'est l'homme. On espère effectivement, moi aussi, j'espère que c'est l'homme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Je vous laisse regagner les coulisses et nos deux prochains invités sont des défenseurs d'artisans et de petites entreprises du bâtiment.
Bonsoir. 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 Christophe Gonard et Joël Safran-Loup, vous êtes respectivement président de la CAPEB Savoie et la secrétaire générale. Alors la CAPEB, Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment, est la première organisation patronale de Savoie. Vous comptez 911 adhérents qui emploient en tout 2800 actifs. Pourquoi est-ce qu'ils font appel à votre organisme ? Eh bien, tout d'abord, puisque vous l'avez rappelé, nous sommes le premier organisme patronal. On représente toutes les entreprises du bâtiment et on est là pour répondre à leurs besoins, à les accompagner d'un point de vue entreprise artisanale, c'est-à-dire dans les services, et d'une part aussi pour défendre au niveau du tissu politique, du milieu économique, vraiment tout ce qui concerne le bâtiment. Quel rôle avez-vous auprès de ces artisans et de ces toutes petites entreprises ? Notre rôle, c'est aussi de faire réseau, faire qu'ils se rencontrent, qu'ils échangent au travers d'ateliers du numérique par exemple, ou d'ateliers dédiés à des questions de droit social. Notre rôle, c'est aussi de les écouter, parce qu'en fait, on a un système d'organisation confédérale, c'est-à-dire que notre organisation est en Savoie, mais tous les départements de France disposent d'une CAPEB. Et l'objectif, c'est de faire remonter leurs besoins, leurs revendications, que ce soit en matière de rénovation énergétique ou sur des problématiques plus générales de marché, comme on l'a fait récemment sur le projet de loi de finances, sur tout ce qui est prime à la rénovation énergétique, afin que les entreprises aient des marchés et que ça ne soit pas juste une composante qui permette de limiter ces aides au public modeste, à revenus modestes. Vous chapeautez en quelque sorte ? On chapeaute, on écoute. Vous sécurisez aussi ? Oui, on est surtout l'interlocuteur local pour pouvoir remonter nos informations également à la région et au national. Et notre rôle aussi, c'est s'occuper des entreprises artisanales. Lorsqu'un artisan va se mettre à son compte, il vient par son métier. C'est-à-dire qu'il a ses connaissances, il a son savoir-faire, mais il devient également aussi un chef d'entreprise. Et là où on intervient pour l'aider, le conseiller, ça va être par exemple un chef d'entreprise qui va avoir 1 ou 2 salariés. Je vous rappelle, nous, on gère surtout les entreprises qui sont de moins de 20 salariés, ce qui représente environ 98% des entreprises artisanales. Il va avoir besoin d'un service juridique. Il va avoir besoin d'une DRH. Il n'a pas tout ça dans sa structure, il ne peut pas l'avoir. Donc dans nos services, on a un service juridique pour lui répondre à ses attentes. On a des services aussi techniques qui permettent de résoudre des problèmes vraiment techniques au propre bâtiment, puisqu'il ne peut pas avoir toute l'information. Et on va avoir aussi un accompagnement du chef d'entreprise pour se former, la formation continue. S'il a des employés, de l'aider à monter des dossiers de formation. On va l'accompagner tout au long de sa vie d'artisan. Et de plus, lorsqu'il va nous rencontrer dans les sections professionnelles, c'est-à-dire par métier, il va rencontrer d'autres collègues. Ce ne sont pas des concurrents, c'est des collègues qui peuvent permettre aussi de faire le réseau, de faire un maillage au niveau local, de travailler avec telle entreprise, de faire comme un groupement momentané et de pouvoir travailler avec les autres corps de métier. Ce sont des secteurs en plein essor ? Oui, le secteur du bâtiment est en plein essor. On a un accroissement du chiffre d'affaires, mais dans le même temps, on sort d'une crise qui est très importante depuis 2008. Donc une croissance très forte nous pénalise pour des problèmes de trésorerie, parce qu'on a un surcroît de travail, donc des faiblesses en trésorerie. Et d'autre part, on a aussi une faiblesse pour recruter. C'est dur à entendre, mais aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est très faible en Savoie. On a du mal à recruter, quel que soit le corps de métier. Même des jeunes ? Que ce soit des jeunes, des moins jeunes ou des gens expérimentés, on n'arrive pas à recruter. Donc c'est pour ça qu'on s'implique vraiment dans la formation, notamment les formations longues et continues, mais sur l'apprentissage. La réforme de la formation fait un grand bouleversement et on s'implique vraiment par rapport déjà à nos CFA que nous avons en Savoie et ailleurs. Chaque confédération est impliquée et on est vraiment très attentif à cette réforme de la formation. Est-ce qu'un particulier qui s'apprête à faire des travaux, par exemple, peut s'adresser à vous, la CAPEB, pour trouver des artisans ? Alors, il ne s'adressera pas directement à nous, mais néanmoins, la CAPEB a mis en place une plateforme de travaux qui est toute nouvelle. J'allais y venir, justement. Voilà, qui s'appelle 360 travaux et qui a pour objectif d'instaurer la confiance. Parce que bien souvent, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'artisanat, etc. Donc l'idée, c'est bien à la fois de garantir à l'artisan la réalité d'un chantier, ce que ne présentent pas toutes les plateformes, et pour le client,
d'assurer la bonne fin de ces travaux. C'est l'objectif de 360 travaux qui a été créé grâce à la CAPEB et des partenaires, dont des assureurs, des coopératives artisanales, entre autres. Et également, c'est une plateforme qui ne coûtera à l'entreprise que s'il y a un marché. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut conseiller. Après, si vous voulez, nous, on est vraiment au service de l'entreprise elle-même et on va l'accompagner pour sa montée en compétences, pour ses qualifications. Et le particulier peut retrouver les coordonnées de l'entreprise artisanale et ses qualifications sur un site qui s'appelle artisandubâtiment.com également. Donc on a mis en place des outils pour faire connaître les entreprises. Comment fait-on pour vous contacter quand on est un artisan et qu'on veut par exemple rentrer dans ce circuit ? C'est tout à fait très simple. On a un site, CAPEB, et on a notre siège donc, qui est rue de la Cassine à Chambéry. Et puis souvent, vous avez des artisans qui se rencontrent autour de même fournisseurs, qui discutent entre eux de problèmes. Et il y aura une entreprise sur 5 qui est adhérente à la CAPEB. Donc normalement, lorsqu'un artisan évoque son problème, il a une grande chance de trouver un collègue qui est adhérent à la CAPEB. Citons aussi peut-être, on a une application qui s'appelle CAPEB 73, qui est libre, vous pouvez télécharger. Et qui permet de rentrer en contact directement avec la CAPEB. Voilà. Bon, ça c'est dit. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous restez avec nous puisqu'on passe à notre revue de presse. Et ce soir, vous aviez envie de nous parler de la ligne TGV Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, Paris, de 5h32 du matin et sa suppression. Oui, comme le dit poliment la SNCF, c'est un décalage d'horaire, mais le monde économique ne va pas se décaler par rapport à l'horaire du TGV. Effectivement, qu'on soit de Chambéry, d'Annecy ou d'Aix-les-Bains, nous, en tant qu'organisation patronale, on a des instances au niveau de la région parisienne et on prend ce TGV à chaque fois, puisqu'il nous permet d'arriver vers 9h15 c'est ça, Paris, 9h15 à Paris. Voilà. Lorsqu'on a des conventions, des commissions, on va toujours à Paris. Aujourd'hui, on va favoriser le développement local, mais en décalant ce train, donc décalant en supprimant, c'est pratiquement la même chose. On va nous obliger à prendre des moyens de locomotion individuels pour se regrouper à Saint-Exupéry. C'est pas tout à fait dans la ligne droite du développement durable, puisque ce train, il est optimisé, il est utile au bassin, que ce soit au bassin chambérien, bassin ancéen et aixois. Ça vous inquiète pour le développement économique ? Mais ça nous inquiète parce que c'est contraire à la bonne démarche. On a un flux de toute façon vers la capitale et qu'on ne peut pas adapter en fonction des horaires de la SNCF. Quand vous arrivez sur Paris pour avoir une réunion, vous allez prendre ce TGV à l'aller et un autre TGV au retour, donc vous passez une seule journée. Si on a un TGV qui part plus tard, on va être obligé de partir le soir, de prendre un hôtel. Enfin, ça a des conséquences financières, d'organisation qui sont vraiment pas liées, qui sont pas normales. Oui, et plus largement, c'est toute l'attractivité de nos territoires. On a une commune, Chambéry, qui a une communauté d'agglomération qui a beaucoup investi, puisqu'elle a constitué un pôle multimodal. Et l'idée, et on a une ville qui s'étend, qui construit, qui accueille des acteurs économiques. Et le fait qu'on puisse pas, qu'elle soit pas irriguée par des moyens de transport suffisants, ça pénalisera même nos activités à terme, puisque nous, le secteur du bâtiment, il vit aussi de ça, de la dynamique économique qui existe sur le territoire. Et il y aura des conséquences. Alors, on l'a compris, vous êtes contre, si je comprends bien votre propos. Et on aura l'occasion d'en reparler avec un reportage consacré à ce sujet vendredi soir dans notre JT. Alors, pour le coup, moi, pour ma revue de presse, je change radicalement de thème pour vous parler d'Octobre Rose. Comme chaque année, le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et cette année, c'est la 26e édition, déjà 26 ans, que le mois d'octobre est consacré au cancer du sein. Alors à cette occasion, la Tour Eiffel a été illuminée de rose ce mardi soir. Alors je voulais rappeler quand même quelques chiffres. Ça me semblait un petit important. Le cancer du sein, c'est 12 000 décès par an. C'est aussi le cancer le plus répandu chez les femmes et le plus mortel. Une femme sur 8 risque de développer cette maladie, mais on en guérit dans 9 cas sur 10. 87% des patientes sont en vie après 5 ans après le diagnostic, grâce notamment au progrès de la recherche. Il faut mettre l'accent aussi là-dessus. Environ 58 000 nouveaux cas sont détectés chaque année et près de 50% des cancers du sein sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans. Alors un programme de dépistage à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans est organisé tous les 2 ans.
Et une dernière petite idée reçue, ce que je ne savais pas par exemple, c'est que les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein. Environ 500 cas sont diagnostiqués chaque année. Il faudrait peut-être penser au dépistage, ça peut sauver des vies. Est-ce que vous avez une remarque par rapport à ça? Nous, on a organisé, la CAPEB a une commission des femmes dans l'artisanat, qui est pilotée par Sylvie Badet, qui est notre responsable, et qui a souhaité cette année qu'on participe à Odyssea. Donc on a créé le groupe femmes, a incité les hommes aussi, puisque l'objectif de cette commission a participé à la course qui a eu lieu à Chambéry au niveau d'Odyssea. C'est quelque chose auquel on est sensible et on essaye donc de créer nous des mouvements autour de ça pour soutenir cette cause qui nous semble complètement juste. Et on reviendra aussi sur ce sujet dans le JT de ce soir. On parlera d'Octobre Rose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau et bonne continuation à vous. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci beaucoup. Cette année, c'est Brive-les-Bains qui accueille le Festival du film francophone. Alors en liaison vidéo avec nous, Bénédicte Breuls, vous êtes la directrice de l'Office du tourisme de la station thermale. Alors dites-nous, quels vont être les temps forts du programme cette année? Bonsoir. Donc les temps forts cette année, c'est vrai que nous avons quand même la chance d'avoir des films primés d'Angoulême, dont Les Hirondelles de Kaboul. Donc il y a quand même eu 3 prix à Angoulême, le Valois de Diamant, le Valois du meilleur film, également le Valois de la musique de film. Et donc on aura la chance d'avoir la co-réalisatrice donc Eléa Mevelec et également le compositeur de la musique Alexis Rowe. Voilà. Et après les films primés, on a également Tu mérites un amour avec donc la réalisatrice et l'actrice présente Afzia Herzi. Et on a également d'autres films qui ont été aussi, qui sont des avant-premières. Donc voilà, c'est intéressant ce festival pour venir découvrir vraiment une très belle sélection faite par Dominique Besnéard. Alors cette saison a été particulièrement difficile pour la ville à cause d'une bactérie dans l'eau des thermes. Ce festival, c'est aussi une parenthèse un peu plus légère. Oui, alors disons que nous, comme la station, on a toujours continué, l'office de tourisme, à faire nos activités, nos animations, puisque nous avons le grand spa thermal, également la buvette, la piscine de Salins, ça a fonctionné toute la saison, et on a toujours assuré nos festivals, et voilà, c'est clair qu'on va finir en beauté par un clap de fin avec le cinéma, et c'est toujours très agréable. Alors rappelez-nous les dates de ce festival. Alors, le festival va commencer demain, donc le 3 octobre, avec donc une avant-première un peu scolaire aussi. Enfin, on dit scolaire pour les enfants parce que c'est un film d'animation, c'est la fameuse invasion des ours en Sicile. Donc, le jeudi 3, demain, et se termine le samedi soir avec également une séance le dimanche, un petit bonus. On a la chance d'avoir Émilie Dequesne, qui est notre marraine, la marraine du festival, et qui va donc, on va projeter un de ses films gratuitement dimanche matin. Donc si, au lieu d'aller à la messe pour une fois, venez au cinéma, dimanche matin à Brive. Donc une séance à 10h et le film, c'est pas son genre. Et en plus, on aura la chance de pouvoir échanger avec Émilie, parce que c'est l'avantage aussi de ce festival. C'est un petit festival convivial où les gens peuvent avoir des interactions avec la marraine, les acteurs, réalisateurs et également le fameux Dominique Besnéard qu'on remercie depuis 6 ans d'organiser avec nous ce festival. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Bénédicte Breuls d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau. C'est l'heure. Merci à vous. C'est l'heure d'ouvrir une page de pub. On se retrouve juste après puisque c'est le JT présenté par Sébastien Germain.